Donc voilà, tout ça, on va faire un petit rappel vite fait. Ça, ce sont des exercices qui vont vous aider à travailler votre appréciation un peu du vide, quelque part. Genre parce que faire une ligne droite, c'est bien, mais faire des lignes parallèles et se rendre compte que l'espace entre les lignes, il doit essayer d'être le même à chaque fois, en fait, c'est un exercice qui est différent. Donc cet exercice A, il va vous entraîner surtout sur ça. Et que si vous le faites en mode hachure, ça va être intéressant. Plus vous allez avancer, plus ça sera intéressant. Et plus vous resserrez les hachures, plus, ça va donner un côté un peu grisâtre à une illustration. Parce que plus vous resserrez les hachures, plus vous aurez une impression de donner une couleur un peu noire, quoi. Donc si vous travaillez en noir et blanc, ça peut être intéressant de savoir maîtriser ça. Là, par exemple, on voit qu'il y a des traits qui se sont un peu mangés. Après, là, je travaille avec une plume de 1,5. C'est vrai que si je travaillais avec une plume plus petite, ça serait peut-être plus sympa. Mais c'est pas l'exercice, c'est pas une question de plume, c'est vraiment une question de coordination bras-cerveau. Donc voilà. Voilà, il y a cet exercice-là, ça vous permet de bien capter l'espace entre les lignes, tout ce qui est parallèle du coup, et les hachures. Cet espace-là, cet exercice, le exercice B, il vous permet du coup de concentrer vos lignes dans une forme donnée. Donc là, vous pouvez faire un peu en mode difficile avec juste une forme sur le côté et essayer de vous arrêter vous-même au bon endroit, ou alors faire une véritable forme, une forme plus, une forme fermée et voir comment. Hop. Ça peut être tout aussi compliqué en fait, hein, finalement. On voit que là j'ai dépassé à plusieurs endroits. Et le dernier exercice qui est le pire, je pense, de tout ce qu'on a fait, c'est le pire, pire que les segments. C'est vraiment d'essayer de faire des petites lignes à l'intérieur de lignes. Et ça, non seulement ça va vous permettre d'avoir un trait qui est... de faire vraiment des lignes droites, même dans un espace restreint, mais ça va vous permettre aussi, si vous le faites de cette façon-là, en mode... là, par exemple, la deuxième ligne, elle fait les 2 tiers de la première, du coup, la dernière ligne, elle fait la moitié de la deuxième. Du coup, ça fait que vous pouvez entraîner votre œil à vous arrêter au bon endroit. Là, par exemple, je fais une ligne, et bien là, je m'arrête à peu près au tiers. Et voilà, ainsi de suite. Ça peut vous permettre aussi de déguiser un peu votre œil. Pas déguiser, aiguiser. Putain, les sous-titres. Mais bref. Se déguiser son œil, c'est sympa, mais c'est pas. C'est pas maintenant, quoi. Ok. On a vu les exercices pour les lignes droites. Maintenant, on passe à la suite. Et ce sera des exercices sur les courbes, les ronds et le pire, les ellipses. Donc, c'est parti. Alors, les courbes, ça va être la partie un peu plus fun de tout ce qu'on a fait. C'est que là, le but, c'est de détendre son poignet. C'est vraiment comment dire, de prendre son stylet enfin son stylet ou son crayon et de faire des courbes. Comme des gribouillages quasiment. Et on pourrait se dire, ouais, mais là, du coup, il n'y a aucune précision, il n'y a rien. C'est vrai, mais en fait, ça va faire travailler la souplesse du poignet. Et oui, c'est important de faire des trucs précis, des trucs qui s'arrêtent net et tout. Mais la souplesse du poignet, c'est tout aussi important parce qu'un dessin, ça va jamais être que des formes très cubiques, anguleuses ou droites, quoi. Ça va surtout être des courbes. Que la souplesse, c'est important. Donc n'hésitez pas à faire vos petits gribouillis là. Et vu tout ce qu'on a fait, que ça casse la tête, bah là je pense que c'est ça, c'est pas mal. En gros, c'est ça quoi. Donc n'hésitez pas à faire des petits gribouillages. Finalement, les gribouillages, on pourrait dire, mais attends, c'est de la merde les gribouillages parce que c'est associé aux enfants par exemple. Mais en vérité, les, euh, les gribouillages, ça permet vraiment d'avoir une souplesse dans le poignet. Donc n'hésitez pas à en faire sur votre feuille à côté. Genre, je sais pas, vous êtes en réunion au taf, vous faites chier, vous faites des petits gribouillages. Ça détend en plus. Donc voilà, on va pas passer 1000 ans sur cet exercice-là, hein, parce que vraiment c'est juste pour assouplir le poignet. Vous pouvez faire si vous voulez même des formes comme ça, mais essayez de le faire en un seul mouvement. C'est vraiment ça l'objectif. Genre pas de up et up. Parce qu'en fait le but c'est d'avoir une ligne sûre, une ligne confiante, et du coup de faire des faire des ondulations qui n'ont pas de fin et qui sont en un seul trait,
Ça va vraiment nous donner cette confiance-là de faire une ligne bien précise. Mais bref, voilà, ça c'est l'exercice un peu cadeau. Maintenant, un exercice qui fait un peu peur aux débutants, mais au final, quand on a fait les segments, c'est pas si difficile que ça. Je dis ça, mais au final, quand je vais le faire, je vais être en mode « Ok, c'est plus dur qu'il n'y paraît ». C'est les cercles. Alors souvent, quand on est débutant, faire un cercle, ça va faire ça, tu vois. Genre, parce que ça, c'est vraiment un truc avec le cerveau. Faut taffer pour que le cerveau il fasse bien ton cercle. Donc du coup, là, prenez peut-être un peu plus votre temps, surtout si vous êtes débutant, mais le but, ça va être d'essayer de faire le cercle le plus parfait possible. Et là, on peut voir par exemple, si je zoome, mon cercle ne s'est pas fermé, donc c'est pas bon. Il faut faire des cercles fermés. Donc voilà. Là, c'est pas bon parce que c'est trop ovale. Là, j'ai tremblé. Là, j'ai encore tremblé. Oh, arrête de trembler, oh. Ma main qui tremble. N'hésitez pas aussi à faire des cercles dans des cercles. Ça fait vraiment travailler ça aussi, comme les ondulations qu'on a fait tout à l'heure. Ça fait travailler le poignet. Évidemment, on essaye de baisser la stabilisation le plus possible pour pas que ça fasse... Parce que si je monte trop la stabilisation, par exemple, là, le cercle, il va être beaucoup plus juste que celui-là qui sera plus tremblant. Mais ne vous reposez pas là-dessus. Parce que ça veut dire que quand vous dessinerez en tradi, ben voilà. Donc si on met... Là, par exemple, je fais un cercle avec 0 stabilisation. Et clairement, même s'il est plus tremblant, ou quoi que c'est un peu plus glissant que par rapport à du dessin papier. Mais ça peut vous aider aussi à chercher une façon de faire des cercles avec un stylet qui va beaucoup plus trembler. Parce qu'il y a un autre truc, c'est que oui, il y a la souplesse du poignet, oui, il y a la mobilisation de l'épaule. Genre, si vous êtes une épaule... Là, par exemple, j'essaie de faire un cercle dans une épaule fermée. Ça va moins marcher que si j'ai mon épaule qui est tendue et qui peut bouger avec mon stylet, quoi. Là, par exemple, j'ai pas bougé mon épaule. Donc n'hésitez pas à mobiliser l'épaule. Mais il y a aussi autre chose, et ça pour moi c'est le plus difficile, parce que c'est là où j'avais plus de mal quand je faisais mes études. C'est ne pas trop forcer sur le stylet. Genre, moi j'ai tendance à beaucoup trop appuyer sur mon crayon. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc essayez d'avoir un mouvement de poignet souple, qui force pas trop. Et là j'ai mis la stabilisation à 0. Ça peut être un bon exercice quand on est en digital aussi. Donc n'hésitez pas. Même si les cercles ils sont un peu... sont pas sûrs, c'est pas grave. Le but c'est vraiment d'entraîner son poignet, d'entraîner son trait. C'est vraiment ça le but. Et après, si vous êtes chaud, vous pouvez faire des petits cercles à l'intérieur. Même des cercles qui entourent le premier cercle. Là par exemple, même je trouve que c'est plus difficile que de faire des cercles à l'intérieur. Ça doit dépendre des gens, je pense. Essayez aussi de les faire dans l'autre sens. Hein. Comme tout à l'heure, je disais. Hein. Genre de faire pas que les cercles. Moi, j'ai tendance à faire de gauche à droite, enfin de droite à gauche. De gauche à droite, ça peut être pas mal aussi. Hein. De commencer le cercle en haut. Commencer le cercle en bas. Genre vraiment, il faut pas hésiter de se mettre à mal en fait. Je vais remettre la stabilisation à 20 parce que c'était celle qui me semblait la plus naturelle. Hop, 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 hop. Mais voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Et genre comme pour les lignes tout à l'heure, on va essayer d'accélérer un petit peu et de faire de plus en plus de cercles, de plus en plus rapides. Comme ça, en fait, le cerveau va bien capter le mouvement et il va faire des cercles qui paraîtront plus facilement. Là, j'ai pas fermé le cercle, là non plus. Donc c'est pas bien. Et vous voyez, par exemple, si on fait le parallèle avec les segments tout à l'heure, ce qui est intéressant avec l'exercice des segments, des 2 points, c'est que on s'arrête au bon endroit. Et pour les cercles, c'est un peu pareil. Il faut réussir à s'arrêter au bon endroit. Oh là, la tablette, elle a glissé. Là, je l'ai fait un peu vite, mais n'hésitez pas à vraiment vous concentrer si vous avez du mal. Ça prend un peu plus de temps. C'est pas très grave. Du coup, voilà, ça c'est le deuxième exercice, c'est l'exercice des cercles. Qui est très important aussi parce que des cercles, on en fait plein. Genre, ne serait-ce que pour faire des yeux, c'est important. Donc,
Genre, entraînez-vous à faire des cercles de plus en plus petits, de plus en plus grands. Là, quand c'est grand, il y a beaucoup d'OST de Splatoon qui passent en fond, hein. Il y a beaucoup de respect, non, mais les sous-titres, c'est la maladie, hein. Je sais même pas si je viens à me douter si c'est une bonne idée de les mettre ou pas. Ça met plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. Après, c'est peut-être moi qui m'exprime mal aussi, hein. Respect Splatoon, exactement, Faizy. Mais voilà. Du coup, faire des petits cercles sur votre page, sur une page vierge, ça peut être intéressant. Ou pas forcément vierge, hein, ça peut être une page où vous avez écrit des trucs, mais vous en foutez. Ça peut être très intéressant. Du coup, voilà, la problématique quand on fait des cercles petits, c'est là, on va plus travailler avec le poignet. Et quand on fait des cercles grands, le problème, c'est de savoir où s'arrêter. Ouais, faut faire un best-of sous-titres. Franchement, franchement, si t'es chaud, tu peux faire ce que tu veux, mec. De toute façon, il y a tout qui est sur YouTube maintenant. Là, par exemple, les petites spirales comme ça, on va éviter de faire, tu sais, les petits escargots comme ça. Ça rentre plus dans l'exercice des courbes. Donc, dans ça. Là, non, il faut vraiment faire un cercle arrêté. Et plus le cercle est gros, plus il est difficile de maintenir la forme. N'hésitez pas à faire des variations dans les cercles. Mais si t'étais là, Manifesti, au début, j'ai dit ça va le chat. Les sous-titres m'ont dit ça va la chatte. T'imagines? T'imagines comme je peux passer pour un détraqué en gros? Un best-of sous-titres sous forme de bilan comptable. Ça serait ouf comme concept. Attends, tu fais des exercices de comptabilité là ou pas? Bref, on a vu pour les ronds. Maintenant, c'est le pire. Je pense de tous les exercices qu'on a fait, là, c'est le pire. C'est les ellipses. Ouais, je veux pas me faire cancel, c'est vrai. Moi, je suis un mec sympa et je veux pas me faire cancel pour des propos qui seraient sortis de leur contexte, en gros. Donc, les ellipses. C'est la hantise, on va pas se mentir. C'est le pire truc. Pire que les segments, pire que les cercles, pire que tout. Une ellipse, c'est quoi? C'est un cercle dans la perspective. Ça, peut-être je vous apprends quelque chose, peut-être je vous apprends rien. Mais voilà. Si vous avez un cercle qui est dessiné au sol, vous allez plutôt le voir comme ça, quoi. Donc comme ça c'est si vous êtes vraiment au-dessus. Et en fait, là, et c'est mon plus gros problème avec les ellipses, c'est que dans une ellipse, il faut absolument que cette partie-là et cette partie-là soient similaires à 100% parce que dans les cercles, il y a une symétrie. Et là, en fait, l'erreur que j'ai faite là, par exemple, si on devait le mettre à plat, le cercle, bah en fait, il serait pas comme ça du tout, il serait plutôt comme ça, en fait. Et c'est ça mon plus gros problème avec les ellipses. C'est pour ça qu'on va essayer d'en faire plein, et que ça va être galère et très frustrant pour moi, mais c'est un exercice que je pense que je vais faire souvent. Hop. Le but, c'est d'entraîner son cerveau à faire des ellipses qui sont réguliers des deux côtés. Bien sûr, les ellipses, c'est pas que dans ce sens-là, mais ça peut être aussi à l'horizontale, ça peut être plus resserré, ça peut être beaucoup plus grand, ça peut être des presque cercles en vrai. Mais il faut vraiment, là par exemple, là ça fait une sorte de baguette de pain, alors que là ça fait ellipse. Du coup, c'est là où c'est délicat et difficile. Si vous êtes encore méga chaud, vous pouvez même créer une forme en perspective comme ça et créer votre ellipse à l'intérieur. Là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est pas bon parce que j'ai repassé sur mes traits. Et c'est pas du tout dans l'exercice. Il faut un trait confiant, donc fait d'une seule traite. Et ça, cet exercice de faire un carré en perspective et de tracer notre petite ellipse à l'intérieur, ben, c'est très bien. Là, par exemple, c'est pas bon parce que ça fait un côté carré. Et voilà. Et là, on est vraiment dans l'exercice que j'ai le plus besoin de taffer. Parce que je crois que même quand j'étais étudiant et que je me concentrais, c'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire.
Donc voilà, les ellipses. Donc on en fait à main levée, mais l'exercice de la forme là, c'est beaucoup plus intéressant de les faire dans cette forme-là. D'ailleurs, pour l'exercice des cercles de tout à l'heure, c'est pareil. Hein. Vous faites un carré et vous essayez de faire le rond dans le carré, quoi. Et là, c'est plus un rectangle, donc ça marche pas, mais vous avez compris. Petit tips, si t'as envie d'exploser ta tablette de frustration, rappelle-toi du prix qu'elle coûte. Moi, j'exploserai pas ma tablette, je l'aime trop. Je l'aime beaucoup trop. Mais les ellipses, c'est... c'est sympa, quoi. Ah, ça, c'est une musique de Genshin Impact. Qui est vraiment incroyable, pour le coup. Mais je vous laisse écouter ça en même temps que ma voix, quoi. Du coup, les ellipses, on essaie de les faire d'un seul trait, hein. Mais voilà. Quand on les fait dans des formes, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on doit tracer un cercle dans une forme, c'est qu'il va y avoir des arrondis qui vont passer dans ces 4 points-là. Tu vas voir. Là, ça va faire ça. Ça va faire ça. Je trace plusieurs traits, c'est pas bien. Là, ça va faire ça. Et là, ça va faire ça. Et souvent, quand on fait de la perspective, on en fera à un moment donné, mais ça me fait peur parce que c'est vraiment quelque chose que... Enfin, ça me fait peur, vous avez compris quoi. C'est vraiment quelque chose que je maîtrise pas, mais qu'il faut absolument que je travaille parce que ça change toutes les illustrations, la perspective. Quand on le maîtrise de manière carrée. Du coup, voilà. En fait, quand on doit tracer une ellipse en perspective, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tracer un carré dans la perspective, faire cette technique des petits points là, et d'essayer de faire à l'intérieur. Là aussi, c'est un autre truc qu'il faut faire attention, on peut le voir ici par exemple, c'est que là, les bords de l'ellipse sont trop anguleuses et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc voilà, les ellipses, c'est un truc... c'est un truc. Donc on va en faire quelques-unes quand même, parce que les lignes, j'en ai fait à l'infini parce que j'étais un peu plus à l'aise, et là j'en fais 4 parce que j'arrive pas, mais le but c'est de s'échauffer, de s'entraîner, donc je vais en faire quelques-unes. Et je vais essayer de me concentrer un petit peu. C'est pas bon. Là c'est archi pas bon, ça se ferme pas. Là c'est pas bon, c'est pas symétrique. Trop anguleux. Pas bon. Putain. Faudrait un petit plugin sur Clip Studio ou qui t'entraîne à faire des ellipses et qui te disent non, celle-là elle est pas bonne. En gros, celle-là elle est bien. Celle-là elle est pas bonne. Pas bon, pas bon. Recommence, recommence. Ça, ce serait bien. Ah, celle-là elle est pas mal. Mais je les fais toujours dans le même sens. C'est ça qui me gonfle. Donc on va faire autrement. Qui commence vraiment à s'énerver. Ça serait ouf, hein. Franchement, tu devrais garder ce concept de côté. Peut-être que ça pourrait vraiment intéresser certains managers dans certaines boîtes. Genre, t'as trop de mails, putain, et t'as un petit bonhomme virtuel, il te crie dessus, et voilà. Garde cette idée, hein, franchement. C'est un peu l'avenir, ce que tu dis, mec. Le futur des IA. On a appris à l'IA à faire des choses, maintenant c'est eux qui s'énervent quand tu fais les choses mal. Après, est-ce que l'IA fait les choses bien? Grande question. Et je suis pas trop convaincu d'une réponse positive à cette question. Mais bon. Ah ouais, de ce côté, j'ai encore plus de mal. Trop bien, on va faire ça. On dirait que je dessine plein de baguettes de pain, mais promis, c'est des ellipses en gros.
Genre, il y a un autre exercice qui peut être sympa aussi, avec les ellipses. C'est de faire une ellipse plus petite et une plus grosse en haut, et d'essayer de sculpter une forme un peu en 3D, et resserrer les ellipses petit à petit. Genre, c'est un truc qu'on peut faire. Aussi. Et genre, faire même, pourquoi pas, faire en sorte que l'ellipse du bas, elle soit vraiment pas suffisamment ouverte, alors que là, elle soit vraiment plus ouverte. Bon, les ellipses, je vais le noter qu'il faut que je tape ça, hein, parce que c'est pas possible, là. Bon, je pense que voilà, hein. En gros, pour les ellipses, voilà. C'est pas mal. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au dernier exercice. Attends, on va faire un petit résumé déjà, hein. C'est important. Alors, l'exercice A, il permet de travailler la souplesse du poignet. C'est une sorte de gribouillage. Vous pouvez faire des trucs plutôt précis si vous voulez, hein, même essayer de faire des trucs, des formes et tout, ça peut peut-être vous aider, c'est sympa. Mais vraiment, là, le but, c'est de travailler la souplesse du poignet et de gagner en assurance dans la ligne par les torsions du poignet, en fait. Du coup, c'est ça qui est important. C'est ça qui est intéressant dans cet exercice. L'exercice B, vous vous doutez bien, c'est apprendre à faire des cercles à main levée qui sont le plus ronds possible. Et ça, genre de différentes tailles. Plus le cercle va être petit, plus ça va être facile, plus vous allez faire un gros cercle, plus ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur des tailles variables. N'oubliez pas que on mobilise le poignet quand on fait des cercles, mais que si vous devez faire un plus grand cercle, mobiliser l'épaule, ça peut aider aussi. Et ensuite, on a le dernier exercice qui est le pire, c'est les ellipses. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai donné juste à l'instant, je vous ai donné le petit exercice ça, de faire des petites ellipses qui vont sculpter une sorte de forme en 3D. Mais ça marche aussi dans la sphère, en fait. Genre, si vous voulez faire une sphère en 3D, genre, ça peut être sympa. Là, par exemple, ça a dépassé, donc c'est pas bon. Genre, ça peut être sympa. Parce qu'au final, vous pouvez faire une infinité d'ellipses dans le rond, quoi. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de choses, tout simplement. Donc voilà pour ces exercices. De tous les exercices qu'on a vus jusqu'à présent, de tous les exercices qu'on a vus jusqu'à présent, si vous avez que 10 minutes dans la journée à tuer, le mieux c'est le A là pour faire des lignes. Le B pour les segments, ça peut être sympa aussi. Le C, c'est pas forcément nécessaire. C'est intéressant, mais c'est pas nécessaire. Je trouve que le C là, pour faire des lignes vraiment dans des interlignes, c'est très intéressant. Les hachures, ça peut être cool aussi, mais ça dépend ce que vous faites. Et là, pour le coup, à l'image de faire des lignes et des segments, les cercles et les ellipses, ça, vous pouvez en manger à l'infini parce que plus votre coordination cerveau-main sera OP sur les ellipses et les cercles, plus vous aurez une assurance dans le trait. Simplement. Et maintenant, faut que j'arrête de dire tout simplement, je viens de m'entendre là, c'est chaud. Maintenant, c'est le dernier exercice, c'est l'exercice un peu plus fun, mais qui est aussi un peu casse-gueule en vrai. Et vous voyez toutes ces petites formes, le triangle, le rond, le carré, l'étoile, la lune, le cœur, le carreau, le trèfle et le pic. Le but, ça va être d'en faire plein et de manière un petit peu rapide. Et là, le but, ça va vraiment de travailler ces enchaînements de formes. Et là, en fait, c'est juste un échauffement pour vraiment se préparer à dessiner. C'est plus un échauffement pour faire du dessin imminent, en fait. C'est-à-dire, vous allez dessiner, vous avez besoin de vous échauffer vite fait, vous faites ces petites formes, ça va direct réveiller votre poignet, on va dire. Alors que les autres exercices sont même à faire hors dessin, juste pour s'entraîner et avoir un meilleur trait. Voilà. On va commencer, on va faire plein de formes aléatoires. Ça peut être des... Vous n'êtes pas obligé de faire des formes un peu plus compliquées comme le trèfle ou le pic, hein, je les ai mis là. Mais si vous voulez que faire des carrés, des ronds et des triangles, au final le rond ça
ça rejoint un petit peu l'exercice de tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment des petits cercles qu'on fait, donc ce sera peut-être plus facile. Mais bref, bah, c'est parti. On va faire ça. Du coup, je vais faire plein de petites formes. Hop. On peut en faire plusieurs de la même... On s'en fout, hein. C'est juste... Bien sûr, les carrés, c'est intéressant aussi de faire des carrés parce que, vous le savez, hein, si vous êtes allé au collège, même au primaire, un carré, les côtés sont égaux, sont tous égaux. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose à main levée qui peut être difficile à faire. Donc n'hésitez pas à en faire plein des carrés aussi, ça peut vous aider à travailler votre œil, tout simplement. Alors que les triangles, bon, on n'est pas obligé de faire des triangles isocèles ou équilatérales, quoi. Voilà, maintenant on va faire l'étoile. L'étoile, j'aime pas. Je déteste les étoiles parce que... voilà, là c'est l'exemple de pourquoi j'aime pas faire des étoiles à main levée. Oula, on est parti. Mais les étoiles, ouais, ça peut être sympa aussi. Parce qu'il faut quand même une certaine symétrie. Et c'est quelque chose qui est plutôt difficile, en vrai. Du coup, il faut se concentrer un peu plus. Et la lune, en vrai, c'est un peu pareil. Sauf que... c'est avec les arrondis, quoi. On varie. Attends, c'est un ciel étoilé ou quoi? Voilà, on refait des petits carrés, des ronds, des lunes. Et pourquoi pas, là, mettre un plugin qui te dit carré, tu fais un carré, rond, tu fais un rond, tu vois? Alors ça serait rigolo, ça. Si tu le fais pas vite. Le logiciel de dessin qui se transforme en WarioWare petit à petit, on aime bien. N'hésitez pas à varier les formes aussi. Genre, hop, c'est une grave bonne idée. Quand tu dis ça, en général, c'est que c'est une bonne idée que pour toi. Mais tranquille. Mais en vrai, je pense que au-delà de... ça peut être sympa pour apprendre, en vrai. D'être un peu sous pression. Bon, on a fait les formes... tout ça, on va passer aux formes un peu plus complexes. Bon, les cœurs, c'est... Le cœur, ce qui est un peu compliqué avec cette forme, c'est de faire en sorte que ça soit symétrique. Genre, parce que c'est trop facile de faire un cœur et t'as ça, quoi. Mais non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est que les deux arrondis soient un peu symétriques. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué avec le cœur. Repetite lune, en gros. Et une petite étoile. Hop. Ah, l'étoile, c'est vraiment ma hantise, hein. C'est grave. Hein. Celle-là, elle est vraiment dégueulasse. Hein. Mais bref, on s'en fout des erreurs. Maintenant, on va passer au carreau. Le carreau, c'est chill. Petit cœur. Petit carreau. Petit carré, même. Voilà. Et maintenant, les formes qu'on a envie de détruire. Le trèfle et le pic. Le pic, ça va parce que c'est juste un cœur... Oula, pouf. C'est un cœur comme ça, quoi, avec une petite excroissance, quoi. Un cœur retourné. Et le trèfle, ben, c'est un peu plus complexe. Voilà, lui, il est dégueulasse, par exemple. N'hésitez pas, bien sûr, à vous concentrer. Là, on rigole parce que c'est le stream. Hein. Mais quand plus vous serez dans un environnement calme pour faire ce genre d'exercice, mieux ça sera, en vrai. Mais je pense que on a fait le tour des exercices que je voulais montrer pour aujourd'hui. Donc voilà, maintenant, à partir de maintenant, ce qui va se passer, c'est que en début de stream, je vais faire des petits échauffements comme ça pour entraîner mon poignet et petit... Putain, j'ai craqué les doigts, je sais pas si ça s'est entendu. Mais pour... ça va être intéressant de voir à quel point ça permet d'avoir
une meilleure ligne petit à petit, surtout que les prochains streams, ça, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur certains points. J'en ai un peu parlé en début de stream, mais vraiment... si, ça s'est bien entendu. Désolé, peut-être ça sera coupé au montage pour ceux qui regardent les VOD, mais pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Bref, voilà pour les petits exercices. On va mettre... attendez, je regarde ce que j'ai comme... Non, l'OST, on va laisser pour l'instant. On va changer d'OST bientôt, mais on va laisser des trucs un peu joyeux pour le moment. Voilà, donc on reprend un récap final pour tout ce qui est échauffement. Les lignes, ça c'est le b.a.-ba, donc n'hésitez pas à en faire plein. Prenez un cahier, faites plein de lignes. Les gens qui vont tomber sur ce cahier vont penser que vous êtes un psychopathe, mais vraiment ça a une utilité. Les hachures, les lignes parallèles, c'est vraiment pour l'œil et pour la coordination du bras et... Enfin bref, quoique les lignes c'est pareil aussi. Hein. Mais ça va vraiment vous permettre d'aiguiser un peu votre... Déguiser, pas déguiser évidemment. Ah putain, il a quand même écrit déguisé, mais c'est un petit rigolo hein, les sous-titres. Hein. C'est grave hein. Mais voilà, ça va permettre de vraiment capter tous ces petits trucs, genre la moitié d'une ligne, l'espace entre les parallèles, bref, tout ça, c'est très intéressant. Tout ce qui est courbe, ovale, enfin rond et ellipse, ça, c'est très dur à maîtriser, ça prend beaucoup de temps, mais une fois que vous le maîtrisez, vraiment, bah, vous avez vraiment step up en dessin. Elodie, bah oui, hein, en vrai, écris ça et ce sera pas du tout suspect, vraiment pas. Et le dernier exercice, là, on est plus sur quelque chose de vraiment de s'échauffer. Les étoiles, je pense, c'est un très bon exercice en vrai. Plus que les autres formes. Le trèfle aussi en vrai. Quand je vois l'asymétrie de celui-ci, ça peut être vraiment un bon exercice. N'hésitez pas à faire des formes un petit peu simples comme ça. Ça va vraiment faire un échauffement très très bien. Bon. On a vu les échauffements. C'est cool. Mais maintenant, on va passer à des choses plus intéressantes. Je vais vous mettre en chatting vite fait, autant que je prépare. Et je vais changer de playlist aussi. On va mettre un truc plus épicu. Vas-y, on va mettre ça. Ok, là d'accord. On va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Bon. C'est très simple. Ce qui va se passer, c'est que le but aussi, c'était de montrer des exercices d'échauffement, mais je me suis dit, tenir un stream sur des exercices d'échauffement, c'est chaud quand même. Donc là, on va entrer dans quelque chose qui est un très bon exercice quand on débute. Ça peut apprendre beaucoup de choses, mais attention. Je vais faire pas mal de petits disclaimers au début, parce que il faut pas non plus que ça soit... comment dire ? C'est quoi, je vais vous montrer ce qu'on va faire, et peut-être les explications me paraîtront plus naturelles. Alors. On va faire des exercices de line art. Qu'est-ce que c'est le line art ? En français, on pourrait vraiment traduire ça par le fait d'ancrer ses personnages. Et du coup, c'est-à-dire faire une ligne vraiment très propre. Suite à un crayonné peut-être un peu brouillon, mettre au propre le dessin. Et souvent, quand on débute en dessin, le line art c'est quelque chose qui fait peur parce que ça nous met face à certaines faiblesses qu'on a techniquement. Souvent, on se cache derrière... Attendez, je vais peut-être finalement vous montrer ça en dessin, peut-être ça sera plus sympa. Souvent au début quand on commence, et même moi je le fais encore alors que je commence à avoir un petit peu d'expérience en dessin, mine de rien. Le truc c'est que on est dans... Oula, ça a spoilé. Mais c'est pas grave. Mais du coup, en gros, c'est... souvent on va se cacher derrière, je vais prendre une brush un peu plus... on va se cacher derrière plein de traits, genre je sais pas moi, on va faire un truc comme ça... se cacher derrière plein de traits pour vraiment donner cette
Genre, pour vraiment... Et une fois qu'on va devoir line, on va se rendre compte que finalement, bah, tous ces traits, il faut en choisir qu'un en fait. Donc c'est pas vraiment c'est pas vrai, c'est cool de faire des petits dessins rapides avec un trait très nerveux, très comme ça et tout, hein, ça donne vraiment un effet sympa. Mais c'est pas ça que quand une fois qu'on va line, on va se retrouver face à cette faiblesse. Ben non, en fait. Genre quel trait tu choisis là pour faire quelque chose de propre? Ben on sait pas trop parce que quand je zoome, ben, il y a plein de traits, par exemple pour l'œil là, il y a au moins 4 traits. Et c'est ça qui peut être déroutant quand on est débutant. Alors on peut faire des gros traits épais, hein, y a pas de souci, hein. Mais mais clairement, c'est pour ça que je pense le line ça peut faire peur quand on débute en dessin. Mais il y a des exercices qui nous permettent de de nous de nous exercer, un exercice qui permet d'exercer. Il y a ces exercices qui vont nous permettre d'améliorer notre niveau en line et du coup de aussi nous donner des traits beaucoup plus confiants. C'est en fait tout simplement, hop, ça dégage, ça va même être supprimé. C'est, comme on le voit là, j'ai préparé des personnages de différentes œuvres. Il y en a plus que ça, hein, il y en a là aussi. On va faire un petit tour des références. Et en fait, cet exercice, c'est simple, ça va être de retracer les personnages en essayant de faire un line plus ou moins précis. Alors, le petit disclaimer dont je parlais tout à l'heure, c'est par rapport au fait de retracer. Évidemment, retracer pour soi, il n'y a aucun souci. Mais, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que quand on retrace une illustration, vous n'apprenez pas autant de choses que ce que vous pourrez penser. Il est préférable de recopier plutôt que de retracer. Donc si vous devez apprendre de l'anatomie par exemple, ne retracez pas des poses d'anatomie. Parce que vous n'allez rien apprendre. Vous allez juste ça. Votre dessin sera juste, mais les prochains dessins, quand vous n'aurez pas le modèle que vous pourrez décalquer, ben, ça va pas le faire en fait. Donc ça ne vous permet pas d'apprendre le dessin purement. Si vous devez choisir entre recopier et décalquer, vous choisissez recopier. Ensuite, il y a aussi les petits malins, ceux qu'on n'aime pas vraiment, qui retracent des dessins et qui après se prétendent être les illustrateurs de ces dessins-là. Ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Le dessin, c'est pas pour avoir de la fame, hein. C'est avant tout quelque chose d'artistique et de créatif qui permet de s'exprimer. Donc oubliez ça, ça sert à rien. Et certaines personnes peuvent être peut-être frustrées par le dessin et se plonger dans le fait de décalquer pour se donner un genre, mais vous n'apprendrez rien et au final, bah, vous allez plus entacher votre réputation qu'autre chose. Donc les exercices qu'on va faire là, c'est des exercices que je vous conseille de les garder personnellement. Vous pouvez les montrer par exemple, je sais pas moi, si vous avez un professeur et que vous voulez qu'il analyse un peu votre ancrage et qu'il vous donne des conseils, vous pouvez les montrer. Mais ne postez pas sur les réseaux sociaux des dessins décalqués comme on va faire là par exemple. Ça n'a aucun sens. Par contre, pour l'exercice d'aujourd'hui, là où c'est intéressant de retracer pour apprendre à faire du line, c'est vraiment pour capter les variations de line que certains illustrateurs, mangaka ont et du coup de s'en inspirer pour nous-mêmes après quand on va line nos propres dessins, ben, avoir quelques codes. Donc j'ai pris plein de personnages différents, de plein d'œuvres différents. Je n'ai pas seulement pris des animés, je n'ai pas seulement pris des personnages d'un seul média, il y a un petit peu de tout. Il y a des choses qui sont très simples, comme on peut le voir avec ce personnage de Gravity Fall qui va nous servir d'exemple, comme des choses beaucoup plus complexes, comme on peut le voir là, c'est une illustration du Joker, qui vient du jeu Arkham City, il me semble. Et en fait, là, bah, le line, il est ultra propre, on aura l'occasion d'en parler. Et c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, ou quelque chose vraiment avec plein d'effets comme ça. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est tellement incroyable. Du coup, voilà. Il y a plusieurs niveaux. Bien sûr, ne commencez pas avec des illustrations comme ça. Nous, pour commencer, on va line des petits personnages. Et avant de... Non, pour commencer, on va déjà étudier un peu les façons de line à travers ces personnages-là.
Et après, on fera du retraçage pour essayer nous-mêmes de line et de chercher une façon de line. Voilà. Moi, je me souviens que quand j'étais étudiant, la première fois qu'on a fait de la plume pour ancrer, le professeur nous avait passé des personnages d'Evangélion à retracer pour pouvoir s'entraîner. Ok. Ça aussi, si vous voulez faire cet exercice et que vous n'êtes pas en digital, il y a des options. Parce que le digital, ça permet facilement de prendre une image. Surtout qu'il y a pas mal de plateformes de coloriage et du coup, il y a plein de dessins à colorier. Donc, vous pouvez prendre ça comme base pour Line et travailler en transparence. Mais quand vous êtes en traditionnel, c'est plus difficile de travailler parce que on peut pas mettre en transparence quelque chose. Donc il y a plusieurs choix. Le premier choix, c'est d'acheter une tablette lumineuse. C'est un outil qui vous permet de pouvoir décalquer facilement grâce à la lumière de la tablette. Une tablette lumineuse, ça doit coûter entre 20 et 40 euros, je pense. Mais je suis plus sûr parce que moi, depuis que j'ai la tablette, je n'utilise plus ce genre d'outil. Sinon, si vous n'avez pas ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos références sur l'ordinateur, les mettre en opacité, je dirais 50, et les imprimer. Et après, travailler derrière avec votre crayon, votre plume, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est plutôt ça que vous pouvez faire. Du coup, on va commencer. C'est peut-être un peu plus... Ça va être un exercice qui va être un peu plus sympa que ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais vous inquiétez pas. Il y a aussi le lot de frustration qui va avec, évidemment. Donc, on va voir déjà les différentes références pour voir un petit peu ce qu'on a à dire et ce qu'on n'a pas à dire. Ce qu'il faut savoir sur l'ancrage, c'est que il y a, on va dire, il y a un concept de base plutôt. C'est que les lignes, comme on peut le voir là, je vais essayer de baisser un petit peu les références pour l'exemple. Comme on peut le voir là, par exemple, les lignes qui sont à l'intérieur du personnage, genre par exemple le nez. Bah, c'est pas ça qu'on va faire, c'est plutôt ça qu'on va faire. Genre le nez, par exemple. Hop, là. Genre le nez, les cheveux ici. Même la bouche en vrai techniquement. Bon, il y a le noir dans la bouche donc on le verra pas trop. On pourrait penser que non, mais c'est un peu le cas. Et en fait, même sur le livre par exemple, les détails du livre. Genre toutes ces choses. Vous voyez que c'est des traits beaucoup plus fins que, si je devais épaissir un peu mon brush, que ces traits-là en fait. Vous voyez là, c'est là où c'est important l'assurance parce que vous voyez par exemple, j'ai pas trop d'assurance dans mon trait en ce moment. Et là, j'ai fait un trait qui va pas au bon endroit. C'est ça l'intérêt des échauffements qu'on a fait tout à l'heure. Là, c'est pas le cas non plus. Mais vous voyez par exemple que ce trait il est beaucoup plus épais. Parce qu'en fait, c'est ce principe-là qui est important dans l'ancrage. C'est que comment ça s'appelle, les lignes qui sont à l'extérieur et qui définissent les limites de votre personnage doivent être plus épaisses que les lignes qui constituent les détails à l'intérieur de votre personnage. Donc c'est ça qu'il faut retenir pour le line art, c'est vraiment un des plus grands principes. C'est pas obligatoire, genre on va le voir, il y a des gens qui font du line art vraiment très fin et très uniforme, mais on va pas se mentir, plus il y a de variations de traits à l'intérieur du line art, genre là par exemple on peut le voir, c'est con, mais par exemple ce trait là des pages qui se dédouble un petit peu, il est plus épais que les détails qui sont à l'intérieur du livre. Et cette variation de traits, elle permet vraiment à donner de la profondeur au line, et aussi ça le rend beaucoup plus artistique et beaucoup plus intéressant, en fait, au final. Donc voilà, aujourd'hui on va faire du line, mais avant, comme j'ai dit, on va regarder un petit peu les différentes références et voir ce qu'on peut en dire par rapport au line. Donc, ce personnage, il vient du dessin animé Gravity Falls, qui est un dessin animé Disney. Franchement, toutes les références que j'ai mises, c'est des trucs que j'aime bien, donc je peux qu'en dire du bien. Mais c'est intéressant aussi de prendre des références qu'on n'aime pas forcément, ça peut être sympa aussi. Et du coup, ce personnage, qui est le héros de Gravity Falls, qui s'appelle Dipper, il me semble, ça fait longtemps que j'ai pas vu,
il a un ancrage qui est vraiment basique. Genre, on est dans quelque chose qui est dessin animé, donc on va pas avoir des exagérations dans les traits. Genre, on va pas avoir un gros trait, oula, un gros trait comme ça, là. Mais on est quand même dans quelque chose de fin, mais il y a quand même cette variation entre les détails à l'intérieur du livre, par exemple, et, euh, et ce qu'il y a en dehors. La musique, elle donne envie de chialer, on va changer ça tout de suite, hein. Hop, allez, ok. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu classique, surtout quand on essaye de faire de l'animation. Des traits un peu plus épais à l'extérieur et des traits un peu plus fins à l'intérieur. Là, on n'est pas sur de l'animation à proprement parler, même si ça vient d'un dessin animé. Ces deux personnages, c'est Star et Marco, ça vient de Star Butterfly, un dessin animé que j'aime énormément. Enfin, un cartoon que j'aime énormément. Mais du coup, là, on n'est pas sur un plan, on est plus sur un croquis. Et pourquoi j'ai trouvé ça intéressant de le mettre, c'est que si on observe bien le croquis, c'est qu'il y a des lignes qui ne sont pas fermées. Et, en fait, souvent, on a envie de faire des traits qui tombent juste, des traits qui tombent droits, des traits qui se finissent au bon endroit. Et on se permet pas de faire certaines... ce qui pourrait être considéré comme des erreurs, comme là, le fait que ça soit ouvert. Là, vous voyez le cœur de Star sur la joue, il y a une ligne qui dépasse. Mais au final, même si ça fait un peu brouillon au premier abord, si on devait coloriser ce croquis, ben, ça marcherait bien en fait. Parce que les traits sont mine de rien très nets. Et pourquoi j'ai mis cette image du coup, c'est même si ça peut être très frustrant au début, que ça soit pas net, qu'il n'y ait pas de finition précise, c'est quand même... il faut avoir le recul pour être un peu libéré dans son trait. Et ça, en faisant enfin, c'est pas vraiment des erreurs, mais en se permettant de faire ce genre de choses, des traits pas fermés, tout ça, ça peut nous faire évoluer dans notre façon de décider aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce croquis-là, il est très intéressant. Là, on a quelque chose qui est un peu étrange en vrai, si on le regarde bien. Donc évidemment, la référence c'est Marceline, un personnage d'Adventure Time. Et si on regarde bien le line, on voit que c'est vraiment très droit, très... presque un peu robot. Mais la vérité, c'est que je pense que cette référence d'Adventure Time, elle a été retracée par logiciel vecteur, type Illustrator. C'est ma théorie. Mais après, c'est vrai que de base, Adventure Time, c'est des traits très droits. Mais du coup, cette référence, je l'ai trouvée sur un site de coloriage. La plupart, je les ai trouvés soit sur des sites de coloriage, soit sur Pinterest. Et c'est des originaux. Mais bref. Enfin, des originaux. Ça vient d'originaux. Et là, on peut voir qu'on a un trait très très propre, mais c'est dû au fait que ça a été fait par ordinateur avec des vecteurs. Mais bien sûr, si on est suffisamment clean dans son trait, on peut avoir ce résultat-là même à la main. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que entre comment dire, ce résultat-là, très droit, très propre, et ce résultat-là, qui est un peu plus rough en fait, qui est un peu plus du coup brouillon, on va dire, euh, les deux marchent, les deux fonctionnent. Donc il n'y a pas à se prendre la tête et à vouloir vraiment faire un truc parfait comme ça. Ça, limite, je trouve que c'est plus artistique même. C'est plus sympa à regarder que ça. Voilà. Mais c'est à vous de voir. Là, cette référence, on est sur comment dire, on est sur une référence des personnages de cartoon des années 30, 1930, les studios Fletcher, donc Betty Boop, je me rappelle plus comment il s'appelle ce personnage-là, celui-là, mais on le voit dans beaucoup de leurs dessins animés. Et là, en fait, c'est une façon d'aborder les cartoons des années 30, c'est une façon d'aborder l'ancrage totalement différente. Déjà, on peut voir que le noir, comme c'est des dessins animés qui sont en noir et blanc, quand il y a une couleur qui s'approche vers des teintes trop sombres, elle va se fusionner à l'ancrage, en fait. Donc c'est pour ça que le costume du clown est totalement noir. Alors que peut-être que quand ils l'ont cara-designé, ils se sont dit ça va être violet foncé, mais là, du coup, c'est noir. Et en fait, ce qu'on peut voir avec l'ancrage... Tu veux savoir c'est quoi la musique? Je te dis ça tout de suite. C'est Genshin Impact. C'est le thème de la Signora. La phase 1, quand tu l'affrontes. Mais je sais pas si t'as joué à Genshin, Elodie. Mais oui, de toute façon, l'OST de Genshin Impact, ça peut s'écouter facile, hein.
Du coup, voilà. L'ancrage, la manière dont aborde l'ancrage les cartoons à l'ancienne, on peut le voir aussi dans Cuphead maintenant, qui est une œuvre beaucoup plus récente. Un jeu vidéo plus qu'une œuvre, mais il y a un dessin animé sur Netflix. Elle fait peur la musique. C'est pour que tu écoutes ce que je dis, tu vois. Non, je peux changer si tu veux, si ça te fait trop peur. Mais tranquille. Du coup, dans mon explication, j'en étais là. Du coup, en fait, la manière dont ils abordent l'ancrage dans ce style-là, c'est qu'il va avoir quelque chose de très épais. Il va avoir quelque chose de beaucoup plus épais que ça, par exemple, ou quoique, en vrai. Mais c'est un style où on va pas hésiter à vraiment marquer les traits et les épaissir s'il le faut. Quitte à faire une ombre qui fusionne avec le line. Genre, enfin, le trait du personnage. Comme là, par exemple, on peut le voir ici. On peut le voir même là, en fait. Les ombres des personnages, ici. Genre, techniquement, le trait, il devrait faire ça, quoi. Mais là, ça fusionne avec l'ombre. Donc c'est vraiment une manière d'aborder l'ancrage où on est vraiment... C'est comme si on s'imaginait qu'il n'y avait pas de couleur. Mais même si on colorie, si on apportait de la couleur à cette illustration, même le fait que ce soit des aplats noirs, ça rendrait quand même la chose intéressante. Il assoit son autorité par la musique. Non les gars, on est tous au même niveau, c'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, là, c'est des références qui sont plutôt axées... Enfin, qui... Pas qui sont plutôt, qui sont américaines. C'est l'ancrage à l'américaine pour les dessins animés. Il y a les comics aussi, mais les comics, c'est un peu plus spécifique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comics, je sais plus si c'est le cas encore maintenant, mais le mec qui ancre les comics, c'est un métier. Genre vraiment, le mec, il est spécialisé que dans ça, quoi. Je sais pas si c'est toujours le cas maintenant. Mais bref, ça c'est un peu à l'américaine. Maintenant, on va voir un peu à la japonaise, et j'ai pris des exemples qui sont peut-être pas des exemples canon, on va dire, dans le sens où ça se rentre pas dans des... à part le dernier, mais c'est un peu plus artistique, on va dire. Et c'est surtout cette référence que je vais vous donner, c'est une référence de fou furieux, mais du coup c'est une référence qui vient de l'Atelier des sorciers. Qui est un manga, bon ben en termes de dessin, est-ce qu'on a fait mieux? Je sais pas, mais c'est juste incroyable, l'histoire est incroyable, j'ai pas tout lu, mais vous pouvez foncer large. Et là, c'est une référence qui est un peu plus compliquée parce que déjà, la mangaka qui dessine l'Atelier des sorciers, elle a vraiment un niveau qui est stratosphérique. Hein. Genre, c'est n'importe quoi tellement elle est forte. Mais ce qu'on peut voir en fait, c'est que dans son ancrage, cette mangaka, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met des petites lignes de texture. Souvent, les mangaka, ils vont utiliser des trames. Elle, non, elle n'utilise quasiment pas de trames. Elle fait elle-même tous les petits plis et elle suggère toutes les lignes en fait. Donc c'est vraiment une façon d'ancrer qui est très... Je pense que c'est pas abordable pour n'importe qui. Je pense que là, si je devais retracer le dessin, ça serait vraiment casse-gueule. Mais bon, après on verra. Hein. Je vais commencer à lire sur ma liseuse et littéralement... Elle mettait genre 1 ou 2 secondes pour charger une image alors que d'habitude c'est instantané. Oui, franchement, il y a énormément de traits. Mais c'est incroyable, hein. Là j'ai le tome 1 à côté. Franchement, en termes de dessin, c'est masterclass. Genre vraiment. Genre j'ai jamais vu ça. En fait, il y a beaucoup de détails dans le trait, mais il y a quand même une clarté qui se dégage et on reconnaît tout ce qui se passe. Là où dans beaucoup de mangas, il y a beaucoup d'effets, beaucoup de traits, et des fois ça fait que le déroulement de l'action, on le comprend pas forcément. Mais là, on comprend tout. Genre, c'est incroyable. Là, je feuillette, c'est vraiment incroyable. Mais bref, du coup, si vous êtes plus amateur à mettre des petits détails et tout ça, l'Atelier des sorciers, c'est une très bonne référence pour ancrer. Mais c'est pas à la portée c'est pas vraiment à la portée des débutants, je pense. Mais il est là. Ensuite, pour être un peu plus actuel, que l'anime est sorti la saison dernière, on a Momo Ayase du manga Dan Dadan. Et du coup, là aussi, on a une façon d'aborder l'ancrage. Bon, le mangaka de Dan Dadan, incroyable aussi. Hein, chaque planche t'en prend plein la tête. C'est d'une violence en dessin, c'est vraiment très beau.
Mais du coup, là, on peut voir qu'il y a un ancrage qui est beaucoup plus fin et beaucoup de hachures aussi. Et ça fait que le perso, il ressort vraiment... Il est impeccable, quoi. Bien sûr, j'ai pris Momo Ayase parce que je pense que c'est le meilleur perso de ce manga-là. Hein. Peut-être que ceux qui ont fini tous les scans, ils vont me dire non, mec, t'as pas vu. Mais clairement, de ce que j'ai vu pour l'instant, elle est incroyable. Mais oui, ça en termes de line, vraiment, ça a l'air un peu... dans certaines planches, si on se concentre un petit peu, j'ai regardé tout à l'heure, ça avait l'air, à certains endroits, des traits, ils avaient l'air un petit peu arbitraires. Mais finalement, en vrai, quand tu te concentres encore plus, tu te rends compte que tout a un sens et qu'il y a vraiment une cohérence dans le dessin. Malgré le fait que là, par exemple, on peut voir qu'en termes d'anatomie, le coup de Momo, il est vraiment stock, quoi. C'est vraiment un coup ultra stock. Mais le line fait que même s'il y a ce petit truc dans l'anatomie qui peut faire un petit peu de défaut, ça marche incroyablement bien et tous ces petites hachures apportent du détail. Ça fait qu'il y a vraiment un style en fait. Bref, on continue avec peut-être le sensei originel. C'est Akira Toriyama, hein. On va pas se mentir. Hein. Là, on voit déjà, si on devait juste regarder le line, ce qu'on voit, c'est que on est dans quelque chose de très très fin. C'est très très fin. Il y a plein de petites hachures. Bon, là, forcément, il y a des hachures parce que c'est post-combat. On voit que Freezer, il a la queue coupée. Il y a plein de petits trucs, donc il y a plein de petits détails. Mais Toriyama, si vous prenez un de ses mangas, même Dr. Slump, qui est un peu plus cartoon, vous verrez que genre il y a toujours une clarté. Et c'est ce line vraiment fin. Et ces zones un peu noires. Genre il sait quand ancrer les noirs. Et ça fait vraiment toute la différence. Vraiment Toriyama, c'est... Dans son ancrage, c'est une référence incroyable. Bon, on va essayer de vite finir par rapport aux références. Et après, on commencera l'exercice. Parce que là, il reste 2 heures de live. Et je sais même pas comment je vais couper ça en VOD, mais tranquille. Voilà. Ensuite, si on continue dans les chara design, on a les personnages principaux d'Evangelion. Donc ça, ces illustrations viennent, je crois, de l'artbook ou du livre où il y a tous les storyboards d'Evangelion dedans. Et bon, ce livre, si tu l'as dans ta bibliothèque, t'as une bibliothèque masterclass direct, quoi. D'ailleurs, si je devais enlever le filtre bleu, par exemple pour Asuka, si j'enlève le filtre bleu, on voit que là, il y a des petites couleurs jaunes, des petites couleurs bleues. En fait, c'est pour... quand les animateurs font la colorisation de l'animé, ils savent où placer les ombres, où placer les lumières, tout simplement. Mais bref, on repasse en bleu. Là, on a un trait qui est vraiment très précis, très fin, et je pense que ces références-là, ces deux-là, pour avoir un ancrage très fin, c'est vraiment incroyable. Si vous voulez trouver ces références, c'est simple, Pinterest. Clairement, vous pouvez les trouver assez facilement. Donc voilà, ça c'est très fin. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire au moins un de ceux-là aujourd'hui. Ensuite, là, on a une planche, enfin un bout de planche de Spy X Family. Il n'y a pas grand-chose à dire sur celui-là, en vrai. Je l'ai mis là parce que je trouvais que ça a changé de pose par rapport aux autres qui sont toujours en 3/4. Mais surtout, l'ancrage... De toute façon, les dessins de Spy X Family, c'est incroyable aussi. Hein. Mais bref, on n'est pas là que pour vanter. Là, pareil, on a un plan... et ça, celui-là, je pense qu'il serait intéressant à faire parce que les lignes sont très fines. Bien sûr, plus ça va en perspective, plus le trait est épais. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment c'est vraiment tous ces petits détails qui n'empêchent pas la compréhension du mouvement. Même s'il y a des trucs où on pourrait se poser des questions sur l'anatomie. Par exemple, là, on voit que le bras, il fait ça. Oh merde, que je vais mettre là plutôt. On voit que le bras, il fait ça et que derrière, il y a la suite du bras. Du coup, ça, c'est l'avant-bras. Ah non. L'avant-bras, il va jusque là. Et là, après, t'as le bras. Genre, on pourrait dire que c'est un peu étrange au niveau anatomiquement parlant. Mais putain, le dynamisme de la pose fait que... Et l'ancrage sublime ce dynamisme de la pose. C'est pour ça que c'est important de travailler l'ancrage. Ensuite, là, c'est mon artiste préféré, Ponska Demizu, qui est celle qui est la mangaka de Promise Neverland.
Ces illustrations, ça avait l'occasion de choper ces artbooks qui sont incroyables. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans sa manière de dessiner et surtout dans sa manière d'ancrer, c'est vraiment très... on pourrait croire que c'est un peu aléatoire, mais malgré le côté un peu brouillon de certains traits où on sait pas trop où ça va, il y a une clarté dans ce qu'elle fait. Et je vous recommande de checker ses illustrations, c'est juste incroyable. Donc ça aussi, je pense que ça serait intéressant à retracer. Ensuite, on revient sur Toriyama, on va pas passer longtemps, mais là, pareil, il y a une clarté dans le mouvement, il y a beau avoir plein de petits détails, ça fonctionne totalement. Et pour faire le comparatif avec Toyotaro, du coup, celui qui fait le manga Dragon Ball Super, genre, on a une case qui est très... C'est stylé, il n'y a pas de souci, mais je trouve que, en termes de traits et d'effets, ben là, Toriyama, il a vraiment une clarté qui est indétrônable, en fait. Alors que Toyotaro, c'est trop... hein, c'est stylé, hein, mais il y a moins ce côté... il y a plus d'effets qui parasitent un petit peu, mais léger, hein. C'est très clair, on va pas se mentir. C'est vraiment pour faire un comparatif. Et après, les deux dernières références, je sais pas si on aura l'occasion de les faire aujourd'hui, vu le temps que j'ai. Mais il s'agit de ces deux-là, donc du coup, du Joker, d'Arkham City. Et ça, je sais pas d'où ça vient, mais je pense que ça doit venir de Précure, je pense. Vu la pose, vu le dynamisme et tout, je suppose. Mais on verra. Mais du coup, voilà. Là, vraiment, c'est incroyable en termes de line. Je pense que de tout ce qu'on a là, c'est la meilleure référence pour le line. On a vraiment le premier plan avec un line très épais. Et plus on va plus on s'éloigne dans les plans, plus on a un line fin, comme on peut voir avec ces tuyaux-là. Et ça, c'est vraiment une notion qui a gardé. Et aussi, autre chose qui est intéressant sur cette image, c'est que on peut voir que les noirs, enfin les ombres, sont ancrées en noir au premier plan, mais plus on s'éloigne, plus on va être sur des hachures. Et en fait, ça sert à quoi? Ça sert à pas trop attirer l'attention de l'œil. Parce que si derrière ça avait été full noir, ben l'œil, il aurait été perturbé et il aurait envie de regarder ce qu'il y a derrière plutôt que ce qu'il y a devant. Donc ça aussi, c'est des notions à prendre en compte. Et voilà, et pour terminer, celle-là, je l'ai pris parce que déjà, la pose, elle est badass de fou. Mais surtout, il y a tellement d'effets, je pense qu'à ancrer, ça serait très intéressant.